La journée avait commencé comme toutes les autres. Mon travail de bureau était aussi monotone que réconfortant. Dans cette petite ville du Midwest, la routine était une seconde nature. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué que quelque chose était différent. Les bulletins météo annonçaient un front orageux inhabituellement violent. Mais ici, les orages étaient fréquents en cette saison. Lorsque l'alerte tornade a retenti sur mon téléphone, je l'ai regardé distraitement. Pourtant, en levant les yeux, j'ai remarqué un changement dans le ciel, une couleur verte inquiétante, une lumière oppressante. Ce n'était pas normal. Les passants dans la rue s'arrêtaient aussi, scrutant l'horizon. Un grondement lointain a commencé, bas mais persistant, comme si la terre elle-même tremblait. Le vent a soudainement pris de la vitesse, faisant voler des papiers et des branches autour de moi. Je m'étais garé devant un petit café pour récupérer un café à emporter. Lorsque je suis retourné à ma voiture, une alerte en majuscule a éclaté sur mon téléphone. Alerte tornade. Cherchez un abri immédiatement. Le grondement s'est amplifié, comme un rugissement venu des entrailles de la terre. J'ai couru vers mon véhicule, mais il était trop tard. Le monde a basculé. Une lumière aveuglante m'a enveloppé. L'air était déchiré par un rugissement si puissant qu'il noyait de mes pensées. Les vitres de ma voiture ont éclaté sous la pression. Puis, tout s'est retourné. La voiture a été soulevée comme un jouet, projetée dans les airs avant de s'écraser violemment. Mon dernier souvenir avant de sombrer dans l'inconscience est celui du verre brisé et des débris tourbillonnant autour de moi. Je me suis réveillé dans un silence étrange. Pas un silence rassurant, mais un vide oppressant, brisé seulement par des gouttes d'eau tombant quelque part. Une douleur lancinante parcourait mon corps, particulièrement ma jambe gauche. En ouvrant les yeux, tout était noir. J'ai tendu la main devant moi, mais je n'ai senti que des débris et du métal froid. L'air était lourd, chargé de poussière. Chaque inspiration me brûlait la gorge. J'ai essayé de bouger, mais une poutre de métal écrasait ma jambe. Avec effort, j'ai réussi à tirer mon corps sur le côté, libérant ma jambe au prix d'une douleur atroce. Mes mains tremblaient, tandis que je tâtonnais pour trouver un chemin. Un mince rayon de lumière perçait l'obscurité quelque part à ma gauche. Ce mince fil d'espoir m'a poussé à avancer. Je ramassais mes forces pour ramper à travers les gravats, chaque mouvement déclenchant de petits éboulements. Le poids des débris au-dessus de moi me donnait l'impression que le monde entier voulait m'écraser. Soudain, un gémissement m'a figé sur place. Quelqu'un d'autre était là, coincé sous les débris. J'ai rampé vers le son, trouvant une femme piégée sous une poutre métallique. Sa jambe était tordue à un angle grotesque, et elle haletait, les yeux agrandis par la panique. J'ai utilisé une barre métallique pour soulever la poutre, ignorant mes muscles endoloris. Après ce qui m'a semblé une éternité, elle était libre. Je l'ai soutenue pour qu'elle puisse bouger, bien que sa jambe blessée rende chaque pas difficile. Nous avons trouvé un petit espace dégagé où d'autres survivants s'étaient regroupés. Ils étaient environ 8, tous sales, couvertes de blessures. Les regards vides. Une femme âgée marmonnait des prières tout en serrant une photo de famille. Un jeune homme essayait de stopper une hémorragie sur son bras avec une ceinture en guise de garrot. Chacun d'entre nous portait les marques de la tornade, non seulement physiquement, mais aussi dans nos âmes. Dans cet abri improvisé, l'air était saturé d'une odeur métallique et de poussière. La lumière du jour était filtrée par les gravats, créant une ambiance de crépuscule permanent. J'ai trouvé une vieille trousse de secours parmi les débris et commencé à soigner les blessures les plus urgentes. Chaque pansement posé était une tentative désespérée de regagner un semblant de contrôle dans ce chaos. Une femme avec un bébé enroulé dans une couverture déchirée tremblait de peur. Le nourrisson pleurait faiblement, une plainte presque inaudible au milieu de ce silence pesant. L'eau et la nourriture allaient devenir des priorités.
Nous savions tous que le temps jouait contre nous, mais personne ne voulait être le premier à le dire. Le besoin d'eau potable nous a forcés à explorer les ruines. Avec 2 autres survivants, je me suis aventuré hors de notre abri. Chaque pas était un défi. Le sol était jonché de gravats instables, de câbles électriques arrachés et de morceaux de verre. Le silence était entrecoupé de bruits étranges, des gémissements lointains, des débris qui s'écroulaient, ou le cri d'un oiseau égaré. Nous avons trouvé un petit supermarché presque intact. À l'intérieur, les rayons étaient en grande partie détruits, mais nous avons réussi à récupérer quelques de bouteilles d'eau, des conserves et une lampe de poche. Cependant, notre retour au camp a été interrompu par un nouvel éboulement. Un membre de notre groupe a été pris sous les débris. Nous avons essayé de le dégager, mais la structure menaçait de s'effondrer. Il nous a supplié de partir sans lui. Ces cris sont restés gravés dans ma mémoire alors que nous quittions les lieux. De retour au camp, les survivants se sont précipités sur nos maigres provisions. Une dispute a éclaté immédiatement. Une femme voulait garder plus de bouteilles à baril d'eau pour son enfant, tandis qu'un homme affirmait que les ressources devaient être réparties équitablement. Le ton était monté. Il n'y avait pas de règles ici, pas de structure pour contenir les frustrations. J'ai tenté de calmer les esprits, mais je savais que cette tension n'était qu'un aperçu des conflits à venir. Nous avons rationné la nourriture et l'eau, mais c'était insuffisant. L'enfant qui pleurait depuis notre retour avait maintenant des lèvres sèches et fendues, un signe inquiétant de déshydratation. Pendant que certains survivants mangeaient silencieusement, d'autres regardaient fixement les conserves ouvertes, comme hypnotisés par la rareté de ce qui restait. Le silence de la nuit était pire que le chaos de la journée. Les débris craquaient, de temps à autre, comme si les ruines vivaient. Je n'ai pas dormi. La peur d'un nouvel effondrement ou d'un manque d'oxygène me tenait éveillé. Au bout de quelques heures, je me suis porté volontaire pour une veille. Quelqu'un devait surveiller les dangers invisibles de ce monde effondré. Le lendemain, un nouvel obstacle s'est présenté. Un survivant, un homme âgé, a commencé à tousser violemment. La poussière et les cendres avaient infiltré ses poumons. Nous n'avions ni masque ni médicaments pour l'aider. Certains membres du groupe ont suggéré de l'isoler pour éviter qu'il ne consomme nos ressources. Mais l'idée a soulevé une autre dispute. Comment pouvions-nous abandonner l'un des nôtres? Finalement, nous avons improvisé un coin isolé pour lui. Je lui ai donné un morceau de couverture pour se protéger du froid. Il m'a simplement regardé, ses yeux remplis de gratitude mêlée de résignation. Une culpabilité insidieuse s'est insinuée en moi. Dans ce nouveau monde, chaque décision avait un coût moral. Chaque vie sauvée semblait en condamner une autre. Les provisions diminuant rapidement, il est devenu clair que nous devions trouver davantage de nourriture et d'eau. Un petit groupe de volontaires, dont moi, s'est aventuré dans une autre partie des ruines. Nous avons traversé des bâtiments à moitié effondrés, où le moindre bruit semblait annoncer un nouvel éboulement. Dans une boulangerie dévastée, nous avons trouvé des boîtes de biscuits et des bouteilles d'eau restées intactes. L'espoir était revenu brièvement, mais la tragédie nous a vite rattrapés. Un escalier en béton s'est effondré alors que nous redescendions. L'un de nos compagnons a été écrasé. Nous avons essayé de dégager les gravats, mais chaque tentative provoquait davantage d'effondrements. Son regard, rempli de terreur et d'acceptation, me hante encore. De retour au camp, le groupe était en proie à un désespoir croissant. Les disputes devenaient plus fréquentes, et certains regardaient les provisions avec des intentions égoïstes. Mais une lumière au loin, visible à travers un trou dans les débris, a brièvement ravivé notre morale. Elle ressemblait à celle d'un véhicule de secours. Un petit groupe, dont je faisais partie, a décidé de partir en reconnaissance. La lumière semblait bouger, ce qui indiquait qu'elle venait peut-être d'une équipe de secours.
Cependant, en traversant les ruines, nous sommes tombés sur un terrain instable. Une autre explosion a secoué la zone, et nous avons dû nous replier en courant pour sauver nos vies. Lorsque nous sommes revenus au camp, la lumière avait disparu. Elle n'était qu'une illusion cruelle. Les jours qui ont suivi ont été les plus éprouvants. La faim et le froid mordant ont transformé les survivants en ombre de ce qu'ils étaient. Certains restaient prostrés, refusant de bouger ou de parler, tandis que d'autres fouillaient dans les décombres avec une énergie désespérée, comme des animaux traqués. Un soir, un homme a volé une bouteille d'eau et une conserve. Je l'ai trouvé caché derrière un mur effondré, dévorant le contenu de la boîte à main nue. J'ai hésité à le confronter. L'idée même de lui arracher cette nourriture me répugnait. Mais le groupe avait besoin de cette eau, alors je l'ai ramené au camp avec ce qu'il restait. La confrontation qui a suivi a divisé encore davantage le groupe. La solidarité était devenue un luxe que nous ne pouvions plus nous permettre. L'homme âgé, celui que nous avions isolé à cause de sa toux, était devenu trop faible pour bouger. Certains membres du groupe ont suggéré de lui retirer ses rations. « Il ne survivra pas de toute façon », a murmuré quelqu'un. L'idée a provoqué un choc en moi. Étions-nous devenus ces personnes prêtes à sacrifier les plus faibles pour notre propre survie? J'ai refusé de lui retirer sa part. Je lui ai donné ma propre ration ce soir-là. Cela m'a affamé davantage, mais cela m'a aussi permis de me sentir humain, ne serait-ce que pour une nuit. Tard dans la nuit, un autre éboulement a eu lieu. Les débris se sont écroulés sur une partie du camp, ensevelissant 2 survivants. Nous avons passé des heures à les dégager, mais l'un d'eux était déjà mort. Ce nouvel événement a détruit ce qui restait de notre morale, le froid, la faim, la peur. Tout semblait insurmontable. Le silence qui régnait dans le camp après l'effondrement était assourdissant. Chacun semblait perdu dans ses pensées, contemplant la précarité de notre existence. J'ai commencé à ressentir une solitude écrasante, malgré la présence des autres survivants. Nous étions ensemble, mais chacun se battait pour lui-même, plongé dans ses propres angoisses et douleurs. Cette nuit-là, j'ai veillé seul, les mains tremblantes de fatigue et de froid. Les ombres dans les décombres prenaient des formes inquiétantes sous la lueur de ma lampe de fortune. Chaque bruit, chaque craquement m'envoyait des vagues de terreur. Je m'accrochais à l'espoir que le jour apporterait une solution, une sortie, une raison de continuer. Mais ce jour-là, le soleil ne s'est jamais levé sur notre enfer. Nos maigres réserves étaient maintenant presque épuisées. Nous n'avions plus rien à partager, et la faim était devenue une présence constante, presque tangible. Certains cherchaient encore à fouiller les décombres, mais les risques augmentaient avec chaque pas. Les structures semblaient de plus en plus fragiles, prêtes à céder sous le poids de nos espoirs. Je me suis aventuré seul pour chercher de quoi manger. Chaque mètre parcouru me coûtait une énergie précieuse. J'ai trouvé un sac abandonné sous un pan de mur effondré. À l'intérieur, quelques barres de céréales écrasées, une bouteille d'eau à moitié vide et un vieux pull. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une victoire. De retour au camp, j'ai partagé ma trouvaille. Une femme a éclaté en sanglots en voyant les barres de céréales. Elle les a partagées avec son enfant, qui n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ce moment aurait pu être réconfortant, mais il n'a fait que souligner la dure réalité. Nous étions en train de mourir à petit feu. Le froid mordait nos corps affaiblis. La nuit, nous nous regroupions sous les débris pour nous tenir chauds. Mais cela ne suffisait pas. Un matin, j'ai trouvé un homme immobile, le visage figé par le givre. Il était mort de froid dans son sommeil, sans que personne ne s'en rende compte. Ce décès a brisé quelque chose en moi. Le froid n'était plus seulement une gêne, c'était un ennemi qui tuait silencieusement. J'ai commencé à chercher désespérément du bois,
ou tout ce qui pouvait brûler. Les quelques morceaux de métal tordus et plastiques de fondu que j'ai trouvés ne faisaient qu'émettre une fumée toxique. Nous étions coincés dans une cage de glace, sans issue apparente. Le stress et la peur prenaient leur tribu. Certains survivants parlaient à eux-mêmes, murmurant des mots incompréhensibles. Une femme a tenté de s'échapper, affirmant qu'elle devait rentrer chez elle. Nous avons essayé de la retenir, mais elle s'est enfuie dans les décombres. Je ne l'ai plus jamais revue. Une autre survivante a refusé de manger, répétant que c'était fini. Chaque tentative de lui parler se heurtait à un mur de silence. Elle restait prostrée dans un coin, les yeux fixant un point invisible dans l'obscurité. Je me demandais combien de temps je tiendrais avant de sombrer à mon tour. Un soir, alors que je fouillais les ruines à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider, j'ai aperçu une lumière vacillante au loin. Elle semblait provenir d'un bâtiment encore debout. Cette lueur, bien que faible, a ravivé une étincelle d'espoir. De retour au camp, j'ai annoncé ma découverte. Certains étaient nés sceptiques, craignant que ce soit une illusion, mais d'autres partageaient mon espoir. Le lendemain, un petit groupe s'est organisé pour enquêter sur cette lumière. Je faisais partie des volontaires. Traverser les décombres pour atteindre la lumière était une tâche herculéenne. Chaque pas était un défi, chaque bruit un rappel de notre vulnérabilité. Nous avancions lentement, contournant les zones les plus dangereuses, avec pour seule lumière celle de nos lampes de fortune. Lorsque nous avons enfin atteint le bâtiment, nous avons découvert un générateur en marche. Il fournissait assez d'énergie pour alimenter une lampe et une petite chaufferette. Une boîte de vivres, à moitié vide, et des couvertures usées gisaient à côté. L'endroit avait été habité, mais il était maintenant désert. Nous avons ramené ce que nous pouvions au camp, mais l'espoir que cette découverte avait suscité a rapidement laissé place à de nouvelles tensions. Qui aurait accès à la chaleur? Qui méritait les vivres? Chaque décision semblait injuste, chaque compromis impossible. Un homme a volé une des couvertures pour la cacher. Lorsqu'il a été découvert, une violente dispute a éclaté. La solidarité qui nous avait permis de survivre jusque-là semblait s'effriter complètement. L'homme âgé que nous avions isolé au début était maintenant à l'agonie. Il nous a supplié d'utiliser ses rations pour les autres, disant qu'il n'avait plus de raison de vivre. Son sacrifice nous a permis de tenir quelques jours de plus, mais son absence a laissé un vide immense. Il était devenu un symbole de résilience et de courage dans ce chaos. La mort de l'homme âgé a laissé un impact profond sur chacun de nous. Certains le voyaient comme un héros, d'autres comme un exemple à ne pas suivre. La lutte pour survivre avait atteint un point où l'individualisme menaçait de prendre le dessus sur notre fragile cohésion. Je voyais dans les regards la peur de l'inévitable. Nous étions devenus nos propres ennemis. Un soir, un des survivants s'est effondré, hurlant que tout était de notre faute, que nous étions incapables de nous organiser. Ce moment de rupture a cristallisé une vérité que je refusais de voir. Nous n'étions pas prêts à affronter le pire ensemble. La fatigue, la faim et l'injustice avaient rongé ce qui restait de notre humanité. Une scission s'est formée au sein du groupe. D'un côté, ceux qui pensaient qu'il fallait que nous rester au camp et économiser nos maigres forces. De l'autre, ceux qui voulaient partir à la recherche d'un éventuel sauvetage. Moi, je restais partagé. Quitter les ruines signifiait braver des dangers inconnus, mais rester ici, dans cette prison de béton et de gravats, équivalait à attendre la mort. Après de longues heures de tension, une faction a décidé de partir. Ils ont pris une partie des vivres et de l'eau, ce qui a aggravé les tensions. J'ai regardé leurs silhouettes disparaître dans l'obscurité, en me demandant si je les reverrais un jour. Les jours ont passé sans aucune nouvelle de ceux qui étaient partis. Le camp était plus calme, mais le silence pesait lourd.
Ceux qui étaient restés commençaient à regretter leur décision. Nous étions à court d'eau et l'air devenait de plus en plus irrespirable à cause des particules en suspension. Le silence des absents était plus assourdissant que le chaos initial. Un matin, une silhouette est apparue, au loin. C'était une femme qui faisait partie de l'expédition. Elle avançait difficilement, couverte de blessures et de cendres. Elle s'est effondrée à notre arrivée, incapable de parler. Nous l'avons transportée au camp et soignée avec le peu que nous avions. Avant de sombrer dans l'inconscience, elle a murmuré qu'elle avait vu un hélicoptère. Le mot « hélicoptère » a enflammé l'imagination de chacun. Une nouvelle lueur d'espoir brillait dans nos cœurs, mais elle était teintée d'incertitude. L'hélicoptère était-il là pour nous? Avait-il déjà quitté la zone? Ces questions nous déchiraient, mais elles nous poussaient aussi à agir. Un groupe de volontaires, moi inclus, a décidé de partir en direction de l'endroit où la femme avait vu l'hélicoptère. Nous avons pris les dernières ressources disponibles et quitté le camp, laissant derrière nous ceux qui ne pouvaient pas marcher. Leur regard, rempli de désespoir, me hante encore. La progression à travers les décombres était lente et dangereuse. Chaque pas était un défi. Les effondrements et les morceaux de verre rendaient le sol impraticable. Nous avons rencontré des cadavres, des visages figés dans la terreur. Ces visions nous rappelaient la fragilité de notre situation. Une nuit, alors que nous nous reposions sous un morceau de béton effondré, un membre du groupe a succombé à ses blessures. Nous n'avons même pas eu la force de lui rendre hommage. Nous avons simplement continué notre chemin, emportant avec nous un poids supplémentaire, la culpabilité. Au loin, une lumière vacillante a capté notre attention. Nous nous sommes précipités dans sa direction, le cœur battant. Plus nous nous approchions, plus nous pouvions distinguer des formes humaines. Il y avait un feu, un groupe de survivants et un hélicoptère. Ils nous ont accueillis avec suspicion. Leur propre groupe était aussi brisé que le nôtre. L'hélicoptère était hors d'usage, un symbole inutile d'évasion. Mais ces survivants avaient la mine des vivres, de l'eau et un plan. Réparer l'hélicoptère ou construire un radeau pour quitter la ville. Nous avons décidé de nous joindre à eux, réalisant que l'union était notre seule chance. Avec les ressources limitées et les tensions palpables, nous avons commencé à travailler sur l'hélicoptère. Chaque tâche semblait insurmontable, mais nous n'avions pas le choix. Nous avons réparé le rotor avec des pièces improvisées et utilisé le carburant des véhicules abandonnés pour tenter de faire décoller l'appareil. Pendant ce temps, les tensions montaient. Des disputes éclataient pour des broutilles et certains suggéraient de prendre le contrôle par la force. Un jour, un homme a tenté de saboter le projet, affirmant que l'hélicoptère ne volerait jamais. Il a été exilé, un rappel brutal de la loi du plus fort. Le jour du départ, nous savions que l'hélicoptère ne pourrait pas transporter tout le monde. Un tirage au sort cruel a déterminé qui monterait à bord. Je faisais partie des élus, mais au dernier moment, j'ai décidé de céder ma place à une mère et son enfant. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même en les laissant derrière. Je suis resté sur la terre dévasté, regardant l'hélicoptère s'élever dans les airs, emportant avec lui mon dernier espoir de fuite. Mais je savais que ma décision, aussi difficile soit-elle, était la bonne. J'étais prêt à affronter ce qui m'attendait, quoi qu'il en coûte. Alors que l'hélicoptère disparaissait à l'horizon, je me suis tourné vers les ruines de la ville. Les survivants restants se regroupaient, cherchant un nouveau plan, une nouvelle direction. L'espoir n'était pas complètement mort, mais il était fragile, comme une flamme vacillante dans un vent violent. Et moi, debout au milieu des décombres, j'ai senti une étrange sérénité m'envahir. Je n'étais plus seulement un survivant. J'étais un témoin, un porteur d'histoire et de sacrifices, un rappel que même dans les pires moments, l'humanité pouvait briller, ne serait-ce qu'un instant.